Vous êtes sur les ondes de Radio Poker qui vous est présenté en collaboration avec PrincePoker.com. Voici votre animateur, Fred Forget. Hey, salut tout le monde et bienvenue à Radio Poker pour une autre émission sur le web en direct. Nous sommes lundi, le 17 février 2014. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé une belle fin de semaine poker? Avez-vous le temps de jouer? Parce que ceux qui ont des familles, je peux les comprendre. Des fois, c'est pas évident, mais quand on a un petit trou et puis qu'on a la chance d'aller jouer, ben on en profite à ce moment-là. Écoutez, je suis bien content d'être avec vous ce soir. On a beaucoup de choses à parler durant l'émission. En fait, je vais vous parler d'une couple de tournois là, spéciaux qui s'en viennent dans les prochains jours. Et je vais aussi vous parler, en fait, je vais parler avec Philippe Jeté, qui est le copropriétaire, un des copropriétaires de PrincePoker.com. Et on a beaucoup de choses à parler, en fait, à vous annoncer, mais on va aussi faire un survol global de l'actualité et provinciale et internationale. Donc, ça va être intéressant. Et après ça, comme dernière partie de l'émission, je vais parler avec vous, en fait, je vais faire mon historien, là, je vais comme sortir l'historien en moi et je vais vous faire un peu l'historique du poker, où c'est parti, quelles sont ses racines et en faisant des recherches, j'ai été très surpris et je vais tout vous partager ça là, éventuellement un peu plus tard dans l'émission. Donc, pour commencer, ben écoutez, il y a une couple d'affaires qui s'en viennent bientôt, une couple de tournois. Je pense que ça va intéresser une couple de personnes. Je tiens, avant d'énumérer les tournois, je tiens à saluer des gens de Gaspé, de Gatineau. En fait, il y a une couple de monde avec qui j'ai échangé dans ce coin-là. Donc, je vous dis salut. Je vous dis, en fait, je dis salut à tout le monde, là, parce qu'on est pas mal partout, éparpillés un peu partout dans la province, là. La grande région de Montréal, la Montérégie, la Mauricie, justement la région de Gaspé, je l'ai mentionné tantôt. Il y a des gens de Québec qui nous écoutent aussi. Alors, je vous souhaite un salut et j'espère que vous allez aimer l'émission. Alors, dans les prochains jours, il va y avoir une couple de tournois intéressants. Tout d'abord, demain, le 18 février, il va y avoir un tournoi satellite avec croupier à 10 $ au Salon Billard Hériot de Drummondville. Et le premier prix va être une entrée à 75 $ pour le prochain tournoi du circuit Drummond Poker qui se tiendra le premier samedi de chaque mois. Donc, si on regarde vite le prochain samedi du mois de mars, le premier, ça va être samedi, le premier, justement, le 1er mars. Alors, ça va être un laisser-entrer pour ce tournoi-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de ce tournoi-là, vous pouvez aller sur le site de Drummond Poker à drummondpoker.com. Le 22 février, il va y avoir un tournoi pour les gens qui sont dans la région, là, en Montérégie, là, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Il va y avoir le classique poker des copains au bar Les Copains. Dans le fond, c'est pas mal ça. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez m'écrire là, sur la page, le groupe Facebook, ou vous pouvez m'écrire aussi à mon email à moi, radiopoker@live.ca, et je vais pouvoir vous donner des détails. Le tournoi du 18, petite parenthèse, il est à 19h à Drummondville, et le tournoi du 22 février il est à 13h, et le buy-in de ce tournoi-là est 50 $. Ensuite de ça, le 23 février, à partir de 12h30, il va y avoir un tournoi shootout avec 10 équipes organisées par Poker Saint-Eustache au Playground Poker Club. Je pense que les équipes sont complètes. J'ai parlé avec Ben Robin, l'organisateur justement de ce tournoi-là, et il m'avait dit qu'il restait, je pense, une équipe à compléter. Donc, j'en ai parlé en début de semaine, alors si ce n'est pas déjà fait, ça devrait être fait. Si jamais vous voulez quand même vous renseigner par rapport à ça, vous pouvez aller, si vous avez Facebook, vous pouvez aller sur Poker Saint-Eustache et écrire à ce moment-là à Ben Robin, puis lui, il va pouvoir vous donner l'info si advenant, il y a une place de disponible. Toujours le 23 février, à 13h30 cette fois-ci, il va y avoir un tournoi Deep Stack à 50 $ avec une réentrée au Scratch de Repentigny. Les places sont limitées à 45 joueurs.
Il va y avoir 25 000 en jetons, les blinds aux 20 minutes. Il va y avoir un extra 5 000 en jetons, c'est-à-dire si vous vous inscrivez avant 13h15. Donc, c'est au scratch de Repentigny. Ensuite de ça, le 27 février à 19h30, il va y avoir un gros événement au Playground Poker qui est le Party Poker Mega Overlay Satellite pour une chance de se qualifier pour le WPT, le championnat canadien printanier qui va avoir lieu à Kahnawake au Playground. Le coût est de 110 $ plus les réentrées. Les blinds sont aux 30 minutes. Et la seule façon de confirmer votre abonnement, dans le fond, votre inscription, c'est de vous présenter directement au Playground et de vous inscrire sur place. Il y avait une option, les gens pensaient peut-être qu'il y avait une option via Facebook là, de réserver leur place, mais non, c'est pas possible. Vous devez absolument vous présenter au Playground et faire la réservation. En fait, le tournoi va se faire sur plusieurs jours. Il va y avoir le jour 1A et 1B qui va avoir lieu le 27 et 28 février prochain à partir de 19h30. Il va y avoir la journée 1C à partir du 1er mars dès midi et le jour 2 qui va être la finale, la journée finale, qui va être le 2 mars, à partir de midi aussi. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez écrire à info@playgroundpoker.ca. Ensuite, le 1er mars, à 18h30, il va y avoir un tournoi bénéfice pour le corps de cadet 2793 de Chambly, au Centre des aînés. C'est au 1390 avenue Bourgogne à Chambly. Le buy-in est de 40 $ et je sais que sur le 40 $, il y a une boisson, une consommation qui est inclus. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez appeler José au 514-232-1591. Ensuite de ça, le tournoi Heads Up le 9 mars à partir de 11h du matin. Bon, c'est de bonne heure, mais il faut bien que ça commence quelque part. Le 9 mars à 11h du matin, il va y avoir un tournoi Heads Up à 25 $ au bar Le Grand Tronc de Saint-Hyacinthe. C'est au 1880 boulevard Laframboise. Il y a un maximum de 24 joueurs qui peuvent être inscrits à ce tournoi-là. Les blinds sont aux 30 minutes. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur la page Facebook LPGT, donc pour la Ligue de Poker Grand Tronc sur Facebook. Et les informations et le lien sont toutes là. Donc, si vous aimeriez que je parle de vous ou d'un événement spécial organisé par votre ligue, bien, vous pouvez m'écrire. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon, je dirais, la première qui me vient en tête, c'est radiopoker@commerciallive.ca. Puis, ça va me faire plaisir d'en parler. Il va y avoir d'autres façons de m'écrire éventuellement. Là, j'avais un groupe Facebook qui existait, Radio Poker. Dans le futur, ce groupe-là va porter à disparaître parce que il y a maintenant une page Facebook Radio Poker qui existe. Alors, je vous invite à aller vous abonner directement le plus tôt possible et à être au courant de toutes les informations, l'actualité et toutes les nouvelles fraîches, je dirais, croustillantes qui comportent ou qui concernent l'émission Radio Poker. Donc, c'est pas mal tout. Moi, j'ai fait... je me suis promené un peu cette semaine. Je suis allé faire un tour à Saint-Eustache, justement, j'en ai parlé tantôt brièvement. Je suis allé passer une soirée à Saint-Eustache pour deux raisons. La première, je voulais aller jouer avec eux autres parce que ça faisait un petit bout de temps là, que je voyais leurs activités et tout ça. Et deuxièmement, j'ai eu la chance de parler avec Ben Robin sur poker. On a parlé poker pas mal. Et puis, je voulais le rencontrer, en discuter de tout et de rien. Mais ça a été très agréable. Je dois dire que j'ai bien aimé mon expérience. Je tiens à saluer tous les gens de Poker Saint-Eustache présentement qui vont jouer probablement cette semaine. Je sais que cette semaine, je me suis fait dire que les vendredis, c'était l'enfer. Il fallait s'abonner d'avance, mais vraiment à l'avance, dans la journée pour pouvoir accès au tournoi en soirée. Mais moi, j'y étais en début de semaine. J'ai été mardi, en fait, puis j'ai bien aimé ça. C'est une belle petite gang, c'est convivial et j'ai vu tout le monde, s'ils sont dans le coin, là, d'aller faire un tour là, au poker de Saint-Eustache. Donc, j'ai été faire un tour là et j'ai été faire aussi un tour à Repentigny. Des fois, je suis là. Je ne suis pas là souvent au Poker Arena de Repentigny.
Mais ça m'arrive des fois que je suis dans le secteur et ça me fait plaisir d'aller faire un tour. Là, présentement, ils sont en grosse rénovation, sont en train de refaire leur salle de poker au grand complet. Et je pense que ça va être très beau. Et même le fait qu'il ait fermé cette salle-là temporairement pour faire les rénovations, là où ils se sont, je dirais, placés temporairement, là, c'est quand même bien. Il y a de l'espace pour recevoir bien du monde. Et c'est une belle équipe. Tous les directeurs qui sont là sont très agréables et très, très le fun aussi à jaser. Puis c'est vraiment pas compliqué. Puis les gens qui jouent là aussi, c'est une belle petite gang. Alors je lance un petit salut là, à tout le monde du Poker Arena de Repentigny. Donc écoutez, là-dessus, on va faire une petite pause musicale et au retour, je vais avoir avec moi à l'émission Philippe Jeté de princepoker.com et on va parler actualité et bien d'autres affaires. Donc, reste en ligne. Vous êtes sur les ondes de Radio Poker, la web radio du poker par excellence. Cette émission vous est présentée en collaboration avec princepoker.com. Donc, écoutez, on est revenu en ondes et j'ai avec moi en ligne de l'autre bout du fil, on va dire ça de même, mettons, à l'autre bout du satellite, Philippe Jeté de princepoker.com. Salut Philippe! Hey, salut Fred, comment vas-tu? Ça va bien toi? En pleine forme, content d'être en ondes avec toi. Oui, ben moi aussi, je suis content parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on en parlait, qu'on allait finalement se parler en direct là, sur le web. Et c'est pas juste pour parler de la pluie du beau temps, c'est parce qu'on a quand même des belles affaires à annoncer. Et étant donné justement que t'es un invité à l'émission, je vais quand même laisser l'honneur de faire les annonces nécessaires. Puis après ça, on va renchérir sur d'autres choses après. C'est bon, ça va me faire plaisir. Mais ce qu'on veut annoncer, en fait, c'est que Fred, tu vas m'avoir dans les pattes dans le futur à ton émission. Ben oui. Ben c'est ça. Prince Poker devient le commanditaire principal de Radio Poker. On est très fiers de le devenir. Non seulement on va commanditer, mais on va surtout collaborer. On trouve que le projet est super chouette, que ça comble un besoin dans notre beau marché québécois de l'industrie du poker. Et puis, c'est ça, je vais co-animer l'émission avec toi, mais on va vraiment pousser sur avoir des entrevues pertinentes avec tout le monde relatif au poker ici au Québec. Puis, on t'héberge aussi, on héberge la page de Radio Poker. D'ailleurs, oui. Tu veux peut-être inviter tes auditeurs à aller voir ça immédiatement. Ben oui, en fait, il y a la page radiopoker.ca qui est maintenant disponible, donc vous pouvez aller voir la page directement. Vous allez voir, quand vous arrivez sur la page, il y a comme une section où vous pouvez faire un chat live sur la page même. Et vous avez aussi une section archives. Alors, toutes les archives qui vont avoir, et toutes les émissions qui vont avoir été faites vont éventuellement se retrouver en archives sur la page. Et puis, là, vous avez aussi un onglet, comme de widget qu'on dit là, en français, sur la page à droite. C'est pour avoir accès à l'émission. Vous loguez directement sur l'émission. Présentement, il y a un petit problème technique. Hein? On va régler ça au moins pour la prochaine émission. Mais pour le reste, tout y est facilement accessible et par l'entremise justement de Prince Poker, vous pouvez avoir aussi accès à l'actualité et à tout le contenu que Prince Poker offre sur le web. Ben c'est clair, puis venez-vous nous voir immédiatement si la radio ne fonctionne pas. Elle fonctionne pour vous parce que nécessairement vous nous entendez présentement. Donc venez faire un tour sur le chat, venez nous dire bonjour, c'est à 2 clics de pouvoir jaser avec nous. Donc exactement. Ça va faire partie du concept de l'émission dans le futur d'avoir une interactivité avec les auditeurs. Oui, parce qu'on va sûrement poser des questions éventuellement qui vont être des questions ouvertes. Alors vous pourrez faire vos commentaires et nous dans l'émission, on pourrait à ce moment-là en prendre quelques-uns et les énoncer au fur et à mesure. Donc, ben écoute, Philippe, je dois te faire une confidence, OK? Je t'écoute. Quand j'avais commencé à faire le groupe Radio Poker sur Facebook, bien évidemment, moi, la première idée de base que j'avais en faisant ce groupe-là, c'était juste parce que moi, l'émission Radio Poker, je voulais le faire pour le trip. Puis je me suis dit, je vais le faire. Puis s'il y a du monde qui m'écoute, ben ils m'écouteront. Puis j'avais pas vraiment de guideline, je vais dire ça. Là, je prends un anglicisme, là, mais j'avais pas vraiment de guideline à long terme. Sauf que j'ai été un peu précipité par les bébelles parce que une fois que j'avais fait le groupe Facebook et que j'avais annoncé que la première émission serait le 25 novembre 2013,
Écoute, quand j'ai fait l'émission, j'ai trouvé ça drôle parce que ça n'a pas pris 10 minutes que j'avais déjà un message de ta part disant, écoute, on ne sait pas si tu t'en vas, je ne sais pas si tu te rappelles un peu ce que tu avais écrit, là. Bon, je m'en rappelle clairement. Bon, est-ce qu'on ne sait pas ce que tu t'en vas avec l'émission, on n'a aucune idée du contenu, mais on serait bien heureux de faire affaire avec toi. Et moi, écoute, je vais te faire une confidence, là, aussitôt qu'on avait fini de s'écrire, là, puis de jaser, là, j'ai sauté partout dans la maison. Parce que ça me faisait juste confirmer, je pense, et je pense pas d'avoir tort, là, que l'idée de la radio était une bonne idée. Et que c'est, comme on en avait parlé d'ailleurs une couple de fois ensemble, là, derrière un bon petit breuvage chaud, que la radio va être un peu un effet rassembleur pour tout ce qui se passe au Québec. Mais tu sais, les fans de poker, ils n'ont rien vraiment de commun. Tu sais. Tout le monde fait les affaires de leur bar, mais il n'y a rien qui rassemble les gens. Et Radio Poker est une belle opportunité pour le faire. Et là, avec la page web qu'on offre aux amateurs, ben c'est une raison de plus pour l'écouter puis participer directement. Ben, je suis tellement d'accord avec toi, on s'en est jasé. Nous, c'était un projet que ça faisait longtemps qu'on avait en tête par nous-mêmes, mais malheureusement, on n'avait pas de voix radiophonique comme la tienne, et puis on n'avait pas non plus l'expertise pour aller de l'avant. Donc, quand on a vu ton projet, on a immédiatement vu un intérêt. On a dit, oui, ce gars-là, il a compris exactement ce qui doit être fait. Maintenant, voyons comment on est capable d'intégrer ça, de lui donner un coup de main et en même temps, nous, de pouvoir y collaborer parce que, comme tu disais, le poker est vivant au Québec. Ben oui. Et franchement, c'est ce qu'on espère, avoir un produit qui va plaire aux auditeurs et puis qui va nous rassembler 2 fois par mois avec les différents sujets qu'on pourra traiter. Et parlant de produits, justement, on va parler actualité un peu parce que il s'en passe quand même des affaires, là, et ça, c'est pas nécessairement ici, mais un peu partout ailleurs. On va faire un survol global, mettons, des dernières choses qui se sont passées. La première affaire que je voulais te parler, c'est le Full Tilt, Full Tilt Poker, dans le fond, qui décide de mettre à la disponibilité des téléphones intelligents leur fameuse application Rush Poker. Oui. As-tu déjà essayé Rush Poker? Ben, en fait, oui, je l'ai même réessayé avec leur nouvelle application, entre guillemets, parce que les vieux de la vieille du poker, comme moi, vont se souvenir que l'application existait déjà avant la fermeture de Full Tilt. Mais franchement, je sais pas si tu l'as essayé récemment, mais j'ai joué dessus cet après-midi, puis c'est tellement bien fait. C'est simple, ça prend 5 secondes pour être connecté puis être assis à une table. Donc, franchement, là, je trouve qu'ils ont fait un super boulot pour avoir une application qui répond aux besoins d'une application mobile, d'une application poker sur mobile, soit instantanée. Donc, c'est aussi bon sur les Android que sur les iPhones. Il n'y a pas de différence. Là, je veux dire, c'est aussi efficace des deux bords. C'est clair, c'est clair, ce que je cherche. Bon. Ouais, ben, en fait, je pense que l'application n'est pas téléchargeable pour Android via le Play Store. Ceci dit, si vous allez sur le site web de Full Tilt Poker, vous avez des liens de téléchargement direct de l'application et ça, c'est certain que c'est possible avec autant les iOS que Android de télécharger l'application. Bon. Parfait. Écoute, je vais parler de l'équipe de rêve Prince Poker parce qu'il s'est passé un petit quelque chose dernièrement. Peux-tu m'en parler un peu plus longuement? Ben oui, ben pour ceux qui sont pas au courant, en fait, l'équipe de rêve, c'est une ligue de poker en ligne. C'est la 3e édition déjà que Prince Poker organise. La première édition, on avait envoyé 6 joueurs aux séries mondiales de poker. Il y a eu 5 ou 6 joueurs au dernier WPT Montréal au Playground. Et puis, la toute nouvelle saison vient de recommencer, il n'y a pas plus tard qu'hier. On envoie cette année 4 joueurs à l'événement principal directement du championnat printanier canadien WPT, aussi au Playground, qui est à la fin mars. Donc, franchement, c'est allez voir tout simplement. Je ne veux pas vous achaler avec ça pendant de longs instants, mais équipe-de-rêve.ca, c'est une ligue, c'est des tournois à 6 $ de prix d'entrée. On joue 10 tournois. C'est essentiellement canadien, réservé aux membres de la communauté. Ils sont plaisants à jouer, ça dure 3-4 heures. Il y a des points, c'est facile de se qualifier. Il va y avoir une finale au Playground live qui, elle, va être gratuite. Puis on envoie 4 joueurs à travers ça qui vont former ce qu'on appelle l'équipe de rêve Prince Poker pour la finale. Fait qu'ils vont tout avoir un petit tag Prince Poker sur leur plastron, leur torse. Ah, je te garantis qu'on va les patcher. On va les patcher. C'est tout ce qu'on demande en échange de la compétition qu'on organise, mais ils sont patchés. Ben, c'est correct. Écoute, c'est un bon deal, moi, je trouve. Ben, je pense que c'est pas pire. Écoute, dernièrement, il y a eu un tournoi majeur qui s'est terminé, le AC Millions. Je sais que la délégation québécoise, il y a quand même pas mal de joueurs québécois qui se sont rendus là faire le tournoi. Peux-tu m'en parler un peu? As-tu eu des feedbacks là, de ce côté-là? Ben, ça a été une super bonne performance. Je te dirais canadienne, pas nécessairement québécoise. Okay.
La meilleure performance québécoise, c'est Jonathan Duhamel qui l'a eu dans le tournoi principal, qui a terminé, si ma mémoire est bonne, au 25e rang. Mais on sait comment ces tournois-là sont faits. Ouais. Ça a beau être une excellente performance, c'est pas là que c'est payant, donc on peut pas dire qu'il en ressort pas particulièrement riche, mais ceci dit, ça a été super intéressant. Phil Ivey, surtout, qui est revenu. Ouais, ben oui, une autre les victoire. Qui disaient, ben oui, une victoire de 4 millions, bon an, mal an, c'est quand même sa plus large à vie. Donc c'est pas rien. Phil Ivey qui était bien occupé avec son nouveau site de coaching Ivey Poker, ben il a pris le temps de retourner aux tables, puis semble-t-il que ça a été bien lucratif pour lui. Et tu as sûrement entendu parler justement de la sortie lors de l'entrevue de Joe Hachem, disant que les nouveaux ambassadeurs de poker ne sont plus ce qu'ils étaient. T'en penses de quoi de ça? Ben, écoute, je te dirais que mon opinion est définitivement pas objective parce que, un, je travaille dans l'industrie du poker, puis deux, je travaille comme gérant de Jonathan Duhamel, mais je suis totalement d'accord avec Joe Hachem. À mon avis, je comprends que les gens peuvent jouer au poker pour gagner leur vie, faire de l'argent et que l'argent soit leur préoccupation principale, et c'est correct. Ouais. Mais ceci dit, la raison pourquoi il y a de l'argent à faire au poker, c'est parce que ça a été bien médiatisé. Il y a du monde qui ont travaillé fort. Il y a des faces, toutes les faces qu'on connaît aujourd'hui, c'est des gens qui ont fait de la bonne télé pour rendre le sport populaire. Donc, si aujourd'hui la relève est pas capable d'offrir un produit divertissant, ben il y en aura plus d'argent dans l'industrie du poker. Ça va seulement être des pros contre des moins bons pros, d'autres meilleurs pros, mais en bout de ligne, ce sera plus intéressant, ce sera plus lucratif. Donc oui, moi je pense que les champions du monde ont une responsabilité, puis je suis d'accord avec Joe. C'est comme si quelqu'un qui gagnait, mettons qu'il jouait pour le Canadien, gagnait la Coupe Stanley, je veux dire, d'un, t'es membre du Canadien à vie, puis de deux, t'es un fier gagnant de la Coupe Stanley, puis la Coupe Stanley, c'est pas rien. Alors, oui, moi aussi, j'aborde dans le même sens. Là. Quand tu gagnes un tournoi majeur, et ce que je trouve dommage ces temps-ci, c'est qu'il y a comme une sorte de mode de vente de bracelets sur eBay, puis tout ça, puis moi, honnêtement, je la comprends pas, celle-là. Parce que si les gens prennent la peine de revenir en arrière et de s'imaginer le temps qu'ils ont passé à trimer fort pour gagner ce tournoi-là, le bracelet, c'est comme l'accomplissement d'une chose, puis c'est pas banal non plus, et de s'en débarrasser comme ça, tout bonnement, moi en tout cas, j'ai de la misère un peu avec ça. Mais bon, c'est mon opinion et je la partage. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est carrément triste parce que de un, faut être pathétique pas à peu près pour en acheter un. Puis si t'es pris pour vendre le tien, c'est parce que tu t'es mis dans le gros chenoute, on s'entend-tu que si tu vends ton bracelet, c'est parce que t'es rendu à tes dernières scènes, pas à peu près. Donc, dans les deux cas, c'est pas gratifiant. Et tu sais, on parle de joueurs qui réussissent quand même des grandes choses. Il y en a deux joueurs qui se démarquent là, présentement. Tu as Victor Bloom qui, là je fais un coq à l'âne, ça paraît pas, hein, j'ai fait ça subtil. Mais tu as Victor Bloom qui vraiment va très bien sur Full Tilt, qui est au-delà de 2,4 millions, je pense, en gain depuis le début 2014. Ben, en fait, c'est ça, 2.2, mais semble-t-il qu'il aurait perdu, merci à un utilisateur de Prince Poker qui nous l'a dit plus tôt aujourd'hui, qu'il aurait perdu 300 ou 400 000 pendant le week-end. Donc, c'est quoi, tu sais? Une mauvaise fin de semaine. Ouais, c'est ça, une mauvaise main. Et de l'autre, à l'opposé, tu as Gus Henson qui, lui, sa descente continue. Celui-là, honnêtement, je sais pas. Je sais pas dans son entourage, est-ce qu'on lui parle? Parce que là, il est rendu quoi, à 1,3 de perte cette année. On est rendu au mois de février, déjà 1,3 de perdu. Puis l'année passée, il a perdu pas loin de 8 millions, 10 millions, je ne me rappelle plus. Donc là, on est rendu d'un deux chiffres là, dans le million. Ça commence à faire pas mal de pertes, ça là. Ça fait pas mal, puis le pauvre gars, il est mal pris parce qu'il est la tête d'affiche de Full Tilt Poker. Il est ses posters, donc il peut pas se mettre à arrêter de jouer. Puis s'il s'en va jouer les petites tables, qu'est-ce que les gens vont dire? En même temps, c'est le gars qui jadis en faisait sur les plus hautes limites. Aujourd'hui, il en perd beaucoup, mais s'il va jouer du no-limit 400 demain matin, ça va faire plus jaser que son absence complète, je te dirais. Donc, ça doit être dur, Puis à ce moment-là, ça se demandait à quel point c'est la variance, à quel point c'est le talent, mais ça fait tellement longtemps que ça va mal pour lui qu'on peut commencer à se demander s'il est à sa place. Là. Ouais. Écoute, le temps file, mais j'ai quand même une couple de points là, que j'aimerais parler avec toi. Il y avait un article sur Prince Poker, justement, par rapport au budget fédéral, comme quoi qu'il envisageait de passer probablement un projet de loi pour avoir un certain contrôle. Là. Je dis moi si je me trompe, là, mais c'est un contrôle, dans le fond, sur le jeu en ligne. As-tu plus d'infos là-dessus? Ben oui, mais en fait, ça pourrait pas être plus flou. Ce qu'on sait, c'est que c'est dommage. Yeah! Alright, j'ai frappé dans le mille.
on pourrait dire que c'est très gouvernemental, là, mais on se lancera pas là-dedans. Non. Ben écoute, dans le dernier budget fédéral de Flaherty, il y a deux choses qui sortent au niveau de transactions, si on veut, dans le virtuel. Ils veulent s'attaquer à l'industrie des cryptocurrencies, là, je ne sais pas comment on le traduirait en français, les bitcoins, si vous voulez. Ouais. Et puis aussi aux transactions de jeux en ligne. On s'attaque pas aux jeux en ligne directement, mais y a personne qui pourrait dire ici si le jeu en ligne est légal ou illégal selon les lois canadiennes présentement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont renforcer, tenter de renforcer du moins, le suivi des transactions financières. Okay. Donc, éviter, les autres, ils disent le blanchiment d'argent, éviter le financement du terrorisme. Mais bon, ce sont des grandes lignes, mais c'est tellement pas clair à savoir comment ça va être appliqué. Et surtout, on s'entend que s'ils mettent des mesures comme ça s'applique à Espace Jeux, ça s'applique à Play Now. Oui, partout, c'est ça. Ben, en fait, ça s'applique aux salles régulées à travers les provinces. Mais est-ce que ça s'applique à un PokerStars? PokerStars est à l'île de Man. Quelle est la juridiction du gouvernement canadien sur une entreprise qui fait sa business à l'île de Man? Donc, ça revient au même débat. On s'entend que PokerStars ont quand même le monopole sur le marché actuellement. Là. Je veux dire, jouer en jeu en ligne, ils sont pas mal tout seuls. Là. Ah, tout à fait. Mais ce que les observateurs pensent, puis c'est juste la spéculation, c'est que le gouvernement fait ça pour un peu effrayer les différentes salles, dans l'espoir qu'ils voient le marché canadien comme un peu trop ambigu, comme légalement flou, et qu'ils décident de ne pas s'y impliquer. Mais ceci dit, la manière dont le marché est développé aujourd'hui, je doute que ça soit suffisant sans mesure concrète. Là. Mais ça, le futur va nous le dire. Fait que c'est à voir finalement. Bon, on va tenir à l'affût, puis de toute façon, on va informer nos auditeurs et nos membres là, de la communauté québécoise de poker à l'affût sur le sujet. Écoute, il y a des événements qui s'en viennent bientôt. D'ailleurs, il y a un WPT à Niagara Falls qui s'en vient. Est-ce que tu connais les dates par cœur de ce tournoi-là? En fait, je les connais pas par cœur, mais je les ai notés tantôt parce que je savais qu'on en jaserait si ça tombe bien. Mais oui, ça commence demain, en fait. On va suivre ça toute la semaine. Mais il y a 3 tournois indépendants. Les 3 tournois se déroulent sur 3 jours. Donc demain, le premier tournoi à 1100$. À partir de jeudi, on en a un à 2500$. Et à partir de samedi, un tournoi à 5000$. Okay. J'ai pris 30 secondes sur Facebook tantôt pour voir qui était sur le point d'y aller. Puis écoute, je vois des gens, Philippe Piquet, Jeff Côté, Joe Driscoll, probablement Christopher McClung, Laurence Grondin, Marc-Étienne McLaughlin, Patrick Braga. Donc, la délégation québécoise va être grande là-bas. Donc, ça va être super intéressant à suivre. Puis, sur Prince Poker, il n'y a pas de doute que dans la mesure des résultats qui vont nous parvenir, on va vous partager ça ensuite. Là. Et il y a d'ailleurs Jonathan Duhamel qui va peut-être y aller, mais il ne sait pas encore. Là, mais j'en profite pour en parler parce que on va le dire honnêtement, puis j'en ai déjà commencé à en parler d'ailleurs le 3 mars à l'émission. Donc la prochaine émission, Jonathan Duhamel va être en entrevue à l'émission Radio Poker. On va devoir probablement préenregistrer l'entrevue. Par contre, je lance un message, je lance un appel à tous les auditeurs qui écoutent l'émission. L'entrevue va se faire bientôt dans environ une semaine, OK? Alors, si jamais vous avez des questions ou qu'il y a une question que vous aimeriez lui poser, je vous invite à ce moment-là à passer soit par la page Radio Poker pour nous envoyer la question. Je pense, Philippe, à moins que je me trompe, mais s'il passe par Prince Poker aussi, il pourrait le faire. Ben oui, de toute façon, nous, on fait le lancement si on veut. On l'annonce ce soir. Donc, à partir de demain, il va y avoir une section Radio Poker sur le forum de discussion. Donc, ce sera un endroit pour le faire. Évidemment, comme tu viens de le dire, il y a la page Radio Poker sur Facebook. Exact. Et il y a aussi le chat. Le chat sur radiopoker.ca, ça prend 10 secondes, vous posez votre question là, on va les lire et puis on va les poser à Jonathan. Effectivement. Donc, Jonathan va être là en ondes. J'ai bien hâte de lui parler. J'ai beaucoup de questions à lui poser, puis je pense que ça va être bien intéressant, là, puis ça va être le fun pour lui. Écoute, dernier point que j'aimerais parler avec toi, c'est le fameux WSOP. Là, cette année, ils ont sorti l'horaire déjà. Et le changement, je dirais, peut-être majeur de cet événement-là, WSOP, c'est qu'il va y avoir un 10 millions garanti au main event. Et dis-moi ce que tu en penses. Ouais, c'est leur spotlight. C'est quand même une grosse annonce qu'ils ont faite, là. C'est beaucoup d'argent. De garantir 10 millions, ça va prendre une énorme hausse de participation pour être capable de le faire sans le faire au détriment de la structure de paiement. Et puis, c'est la question que les gens se posent. Ouais, moi aussi, je me la pose.
Ben, c'est ça, puis personne n'a la réponse, malheureusement. C'est bien le problème qu'on a, mais la seule fois où le gagnant a fait plus de 10 millions, c'est l'année de Jamie Gold en 2006. Il y avait eu 12 millions, mais depuis, ce sont des montants qui, je veux dire, il en manque peut-être 20, 25, 30% sur le premier prix. Donc, si ça fonctionne, tant mieux. On s'entend que l'objectif de garantir 10 millions, c'est de s'assurer une hausse de participation, espérer de le rentabiliser, mais c'est pas une garantie d'argent additionnel. Donc, si jamais la participation est comme l'année dernière ou inférieure à l'année dernière, ça peut faire mal pour le reste de la table finale. Effectivement. Puis c'est ça qu'on a un peu peur. La personne qui bat 5-6 000 personnes termine troisième, elle va avoir quoi? Elle va avoir 10% de la valeur du gagnant? Ça n'a pas de sens. Non, effectivement. C'est travailler fort pour très peu, je trouve, là, mais bon, ça va être à voir. Écoute, Philippe, c'est déjà tout? Ben, on se revoit dans 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines. On va parler poker dans 2 semaines. Fait que d'ici là, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc, tant mieux. On va avoir plein d'affaires à jaser ensemble. Donc, fait que je te remercie encore de te joindre à moi à l'émission. Et puis, écoute, je suis bien content de t'avoir comme co-animateur. Puis, on remet ça dans 2 semaines. Ben, merci à toi. Puis, on va travailler fort pour avoir des gens pertinents, des entrevues pertinentes. Puis, bien du fun à faire cette émission-là ensemble. Yes, merci encore une fois. Puis, bonne fin de soirée. Salut, Fred, toi aussi. Salut, à la prochaine. Alors, c'était Philippe Jeté, un des copropriétaires de princepoker.com. Et donc, vous avez vu, comme moi, là, qu'il y a quand même beaucoup de choses, de nouvelles affaires qui se passent. Il y a des informations qui vont venir dans les prochaines émissions, bien évidemment. Puis on aura la chance aussi d'en débattre un peu plus au courant des prochaines semaines. Donc là-dessus, je vais faire une petite pause musicale. Et au retour, je vais vous faire un petit historique du poker. Ça vient de où, ça, le poker? Reste à l'écoute. Radio Poker, c'est ma radio du lundi soir. Et là, je vais parler de l'historique du poker. Pas nécessairement des séries mondiales de poker, mais du jeu en tant que tel, le poker. Ça vient d'où, ça, le poker? C'est quoi ses ancêtres? Parce que le poker n'est pas comme apparu de même du jour au lendemain. Il y a eu une évolution dans le jeu qui fait qu'aujourd'hui, à l'ère moderne, on peut jouer à un jeu qui s'appelle le poker. Mais avant que ce jeu-là existe, il y avait bien d'autres affaires qui se passaient avant ça. Et de très longtemps, j'ai été surpris en faisant mes recherches, et j'ai été surpris que le poker, si on regarde ses racines et son origine, ben, ça date d'environ 2 ou 3 siècles. Ça ressemble en fait à un jeu iranien qui s'appelait le Asnas. Je ne sais pas si je le dis bien, là. Je ne suis pas iranien, mais le nom s'appelait Asnas. Et ça a supposément été introduit, ce jeu-là, aux États-Unis par des marins français qui étaient venus en sol nord-américain, c'est-à-dire. Cependant, la description de ce jeu-là date de 1890. Donc, il est postérieur aux premières sources historiques là, qu'on a eues qui ont été remontées à l'origine de ce jeu-là. C'est un genre le jeu de, mettons, on va dire de même, là, les premiers jeux de relance aux États-Unis qui ont été faits ou répertoriés au 19e siècle. Il est généralement, ce jeu-là, le jeu iranien, il est généralement considéré comme apparenté au jeu français du brelan ou d'un autre jeu de cartes qui s'appelle la prime, qui connut un grand succès, entre autres, en Italie, en Espagne, en France et en Angleterre à partir du 16e jusqu'au 17e siècle. La prime, plus exactement, là, ça s'appelait la primero. Je me donne un accent italien, j'aime ça. La primero date de la Renaissance et elle est considérée comme la mère du poker. Il était à l'époque plus connu sous le nom de Bambara ou Golfo, qui est un autre dérivé du jeu, et ça consistait à former la meilleure combinaison de cartes possible parmi 5 existantes, avec 4 cartes en main, que l'on pouvait remplacer par 1 ou 2 cartes. Il y a également un système de mise, la cagnotte, qui pouvait remplacer, qui pouvait être remporté soit par la meilleure combinaison, soit par le nombre de points attribués à celle-ci pour départager les joueurs. La notion de bluff
proprement dit, il apparaît également dans d'autres jeux de cette époque-là, tel le Brag, qui est un jeu anglais. Le jeu de l'ambigu, inventé en France sous Louis XVI, s'inspire fortement de la prime et comme elle propose une hiérarchie de combinaisons. Ce qui est la caractéristique essentielle, bien sûr, au poker qu'on connaît aujourd'hui. À la fin du 18e siècle, le principe du blind utilisé au poker apparaît à la bouillotte. Ou dans la bouillotte. C'est un jeu, c'est ça. Le jeu s'appelait de même, la bouillotte. C'est un jeu dérivé du brelan sous l'appellation de carré. C'est au cours du 19e siècle que se généralise l'emploi du jeu à 52 cartes et que la couleur est admise comme une main, dont la floche. C'est ça, ça veut dire ça. Le nom du jeu viendrait lui-même de l'allemand, parce que l'ancêtre du mot poker viendrait de l'allemand, et le mot était poken. Poken en allemand, ça veut dire frapper. Un jeu de cartes pratiqué depuis le 15e siècle en Allemagne et qui paraît être une version ancienne, mettons, du poker, tant par ses règles très proches du poker actuel que par ses tactiques de jeu. Au 18e siècle, le poke est une adaptation française du jeu allemand qui présente d'intéressantes affinités avec le poker. La parenté étymologique du jeu français au poker ne saurait masquer le manque de sources historiques. Bien sûr, ça fait tellement longtemps qu'il n'y a vraiment aucun document autre que les manuels de jeu du 18e siècle qui confirment que le jeu existait. Le nom anglais du jeu paraît se rattraper au verbe to poke, ce qui veut dire donner un petit coup, ou, si vous préférez, tisonner. D'où l'expression, ou le terme en anglais, a poker, qui veut dire un tisonnier, qui est de même étymologie que l'allemand poken. Sensiblement la même chose. Donc là, il y a eu ces genres de jeux-là qui se sont peaufinés au fil des siècles, dans le fond, et on est rendu à un moment donné où le poker moderne fait son apparition. C'est aux États-Unis, bien évidemment, que le jeu prend son essor dans sa version qu'on connaît telle qu'aujourd'hui. Il y a un premier témoignage historique sur le poker aux États-Unis qui a été celui d'un acteur anglais du nom de Joseph Crowell, qui raconte une forme de ce jeu-là qu'il voit pratiquer en 1829 à la Nouvelle-Orléans, où 4 joueurs jouant avec un jeu de 20 cartes seulement, qui parie sur celui d'entre eux qui a la main la plus forte. En 1843, il y a un certain Jonathan H. Green qui décrit dans son œuvre littéraire « An Exposure of an Arts and Miseries of Gambling » l'expansion des jeux de cartes sur les bateaux à vapeur qui naviguaient vers le Mississippi. Parce que vous savez, à une certaine époque, les joueurs professionnels étaient parfois suspendus, même souvent suspendus par des ligues, je dirais, puritaines, là, dans certaines villes américaines, où elles parviennent à faire interdire le jeu. Et ces joueurs-là, s'exilent, façon de parler, et trouvent refuge sur ces, je dirais, les casinos flottants pour plumer des riches commerçants, soit d'esclaves ou de coton. De là, ils se répandent vers l'ouest, à l'époque où la ruée vers l'or de 1848 devient une partie intégrante du mythe lié à la conquête de l'Ouest. Et le poker est devenu le jeu, mettons, que pratiquent les cowboys et les aventuriers venus tenter leur chance dans l'Ouest américain. Donc, durant la grande ruée vers l'or, le poker était omniprésent dans cette ère historique des Américains. Les scènes de jeu, c'est-à-dire, sont fréquentées dans les films de western trafiquant cette période, bien évidemment. Si vous regardez des vieux films de western, là, je pense qu'il n'y a pas un film de western où il n'y a personne qui joue aux cartes. Il y a tout le temps quelqu'un qui joue aux cartes quelque part, soit dans un salon ou dans un endroit privé. Mais oui, effectivement, ça joue aux cartes. Le personnage de Doc Holliday, qui a réellement existé, est l'archétype du joueur de salon, tandis que Maverick, un film de Richard Donner avec, si vous vous en souvenez, Mel Gibson, décrit bien l'ambiance qui règne à bord de certains bateaux qui descendent le Mississippi. Le whisky, le gin, le rhum deviennent les boissons que boivent les joueurs aux États-Unis. L'essor du bourbon et du whisky est lié à l'essor du saloon
et des clubs lui-même liés à l'essor de jeux d'argent comme le poker ou la roulette. Il y a de très nombreuses variantes qui émergent pendant la guerre de sécession américaine, c'est-à-dire entre 1861 et 1865. C'est à cette époque que se stabilisent les formes de base du poker fermé, ou si vous préférez le draw, et le stud à 5 cartes. Les autres variantes émergent par la suite. Le jeu est réimporté en Europe sous sa forme moderne pendant la seconde moitié du 19e siècle, dans sa variante du poker fermé, qualifié de poker français au début du 20e siècle. Il est largement répandu dans tous les pays du monde, parfois apporté dans les bagages des militaires américains ou canadiens. Et là, à un moment donné, il y a comme eu un succès. Le poker est devenu par lui-même un succès planétaire et la médiation l'a juste propulsé vers des cieux encore plus hauts. La popularité du poker, principalement le Texas Hold'em No Limit, atteint un pic sans précédent dans les années 2000, on s'en rappelle. Ce boom fut attribué à plusieurs éléments. Il y a eu l'invention du poker en ligne, il y a eu la diffusion télévisée de tournois avec des caméras miniatures révélant les cartes aux tables, et la présentation des sites de poker en ligne dans des pubs télévisés, mais surtout la victoire de Chris Moneymaker en 2003 au World Series of Poker, le WSOP. Et non seulement le public peut aujourd'hui suivre les actions des tournois à la télévision, transformant ce jeu en spectacle sportif, mais il peut aussi jouer directement depuis son domicile. Et ça, c'est quelque chose d'énorme qui s'est passé dans l'industrie. Donc, vous pouvez être en pantoufle, en pyjama et faire des tournois qui sont aussi importants, aussi imposants que les tournois live qu'on peut retrouver dans des grands casinos, dont ceux qui sont à Las Vegas. Donc, les diffusions de tournois tels que les World Series of Poker, la World Poker Tour, créée par Mike Sexton, entre autres, créèrent une forte audience auprès des fournisseurs de programmes télévisés par câble ou satellite. En raison de cette médiation-là, les joueurs professionnels sont devenus des genres de célébrités avec de nombreux fans à travers le monde, participant à des tournois dans l'espoir d'être confrontés à des célébrités. Parce que c'est ça que ça a fait l'effet Chris Moneymaker, c'est que un joueur amateur qui a joué en ligne, tout simplement, qui a mis juste un petit 40$ dans un tournoi, a eu la chance de se frotter avec les plus grands du monde et à éliminer aussi les plus grands joueurs du monde. Chris Moneymaker, dans son tournoi en 2003, là, il s'est tapé Phil Ivey, c'est quand même pas rien. C'est le meilleur joueur au monde. Il se l'est tapé. Il s'est tapé Farah en finale en heads-up et d'autres joueurs qui ont croisé son chemin là, jusqu'à la finale, jusqu'à la table finale. Donc, selon les études universitaires sur le poker en ligne, le nombre de joueurs jouant de l'argent à cash game en 2010 est estimé à 5,5 millions, dont 1,3 million de joueurs, soit 21% provenant des États-Unis, environ 450 000 de l'Allemagne, puis 350 000 de France. Ces joueurs étaient minoritaires par rapport à ceux qui jouent à l'argent fictif, au play money. Par rapport à la population, ce sont les pays du nord de l'Europe qui comptent les plus de joueurs à l'argent, avec 1,3% de la population au Danemark. Hey, c'est pas rien, ça, là. C'est beaucoup. Suivi de l'Islande, l'Estonie, les Pays-Bas, la Norvège et la Finlande. La majorité de ces joueurs ont entre 18 et 35 ans, ce qui équivaut à peu près à 56%, parce que le 44% restant, c'est les gens ont entre 21 et 25 ans. En moyenne, chaque joueur perdait 432$ par année. Et au niveau mondial, le site de poker le plus représentatif en 2010 était PokerStars avec 40% du marché. Aujourd'hui, on le sait, avec le Black Friday qui est aux États-Unis, ça a tué pas mal Full Tilt Poker et PokerStars est pas mal tout seul là, présentement là, sur la planète. En 2011, pour les sites d'information, il y a des sites qui ont émergé. Il y a Poker Strategy, il y a 2+2, qui est un excellent site Internet, un excellent site de poker, parce qu'il y a autant des amateurs que des professionnels qui vont sur ce site-là, qui font des blogs, qui échangent des stratégies, tout ça. C'est vraiment un très bon site, 2+2. Et Poker News. D'après certaines estimations, le marché du poker online en 2010 aurait représenté 2,5 milliards de dollars, soit 650 millions pour les joueurs aux États-Unis et 179 millions pour les joueurs
de France. Et ça, c'est le Texas Hold'em No Limit. Il y a eu des variantes. Il y a eu des nouveaux jeux qui ont vu le jour au fil des années. Il y a eu, sur le Texas Hold'em, il y a eu le Limit, le No Limit. Il y a eu le Stud à 5 cartes, le Stud à 7 cartes, le Stud High and Low, le Raz, le Omaha High and Low et le Horse. Le Horse, en fait, c'est un amalgame de tous ces jeux-là combinés ensemble. Et il y a des tournois, surtout durant les séries mondiales de poker, il y a un tournoi, disons, à 50 000 $, qui est justement un tournoi Horse. Qu'est-ce que ça veut dire, Horse? Si on décortique les mots H-O-R-S-E, c'est pour le Hold'em, le Omaha, le Raz, le Stud et le Stud Hate or Better. Donc, là, j'ai fait pas mal l'historique du poker. Et là, je vais vous faire l'historique, bref, des séries mondiales de poker. Ça a commencé en 1970 et ça s'est passé au Binion's Horseshoe Casino à Las Vegas. Et il y avait, la première année en 1970, ça n'a même pas eu un tournoi. C'était un vote qui avait été fait entre des joueurs. Le casino avait invité ces joueurs-là à jouer du cash game. Et il y avait un des propriétaires, Jack Binions, à l'époque, qui avait demandé à tous les joueurs professionnels, c'est qui, selon vous, le meilleur joueur? Et ça a été drôle parce que le premier tour de scrutin, tout le monde a dit, c'est sûr, le meilleur joueur, c'est moi, là. Fait que Jack Binion s'est retrouvé un peu le bec à l'eau. Alors, il a fallu qu'il fasse un deuxième tour de scrutin pour demander aux joueurs, OK, mettons que vous êtes le meilleur joueur, là. Selon vous, c'est qui le deuxième meilleur joueur? Et c'est ce deuxième meilleur joueur-là qui a été sacré champion, en guillemets, des séries mondiales de poker. C'est Johnny Moss qui a été élu parmi 7 joueurs. Quand même drôle, hein? Juste 7 joueurs. Mais il a quand même été nommé champion du monde. Champion des séries mondiales. En 1971, c'est là qu'il y a eu un vrai tournoi où il fallait payer pour entrer et ça coûtait 5 000 $ pour participer au tournoi. C'est drôle, il y a eu juste 6 joueurs qui ont participé. Et devinez qui a remporté? Johnny Moss encore. Donc, il y avait son deuxième titre d'affilée pour les séries mondiales. En 1972, il y a le premier tournoi à 10 000. Il y a 8 joueurs qui sont inscrits. Et c'est Thomas Amarillo Slim Preston qui remporte la palme. En 76-77, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il y a un joueur professionnel qui avait déjà d'ailleurs écrit un livre où qui révélait toutes les astuces et les stratégies d'un joueur de poker professionnel. Ça ne s'était jamais fait et ça a fait un peu scandale. Ça a fait beaucoup jaser, mais ça a popularisé énormément le poker. Et c'est Doyle Bronson qui remporte le titre avec la même main, soit un 10 et un 2. Le premier championnat qu'il a remporté en 1976, il y avait un 10 et un 2 de pique. Et le deuxième, il y avait un 10 de pique et un 2 de cœur. Ça a été tranquille après ça dans les années 70, mais en 80-81, il y a un jeune joueur, en fait, mettons 80, on va commencer par l'année 80, il y a un jeune joueur de 27 ans, un peu arrogant, mince, mi-grichon, avec un gros accent de Brooklyn, qui se pointe la face aux séries mondiales et qui dit, tu sais, un straight to your face, là, et qui, lui, a dit, gars, le meilleur joueur, c'est moi, puis il n'y a personne d'autre. Et c'est Stu Hunger qui gagne le titre contre Doyle Brunson. Fait qu'imaginez, le Doyle Brunson il était à une main d'avoir remporté 3 séries mondiales de suite. Mais c'est Stu Hunger qui l'a remporté. Et Stu Hunger a répété encore le succès en 81 en remportant une deuxième fois de suite le championnat, les World Series de poker. Après ça, le gars il a disparu, il a comme disparu de la carte. Je dirais pas, on ne l'a plus jamais revu. Mais mettons qu'il était absent longtemps, il a été énormément affecté par la drogue. Il y avait des scandales familiales, l'alcool. En tout cas, c'était pas drôle son affaire. Donc, un grand champion de poker, selon moi, c'est le plus grand champion de toute l'histoire des séries mondiales. Il a disparu de la map, puis c'est ça, il a vécu sa misère pendant longtemps. En 1982, c'est le premier tournoi à plus de 100 joueurs, et c'est Jack Straus qui remporte le titre. Jack Straus, ça vous dit peut-être pas quelque chose, si je dis non. Jack Straus est un joueur professionnel de haute mise qui était là depuis un certain temps. Et vous savez l'expression « a chip in a chair », ça vient justement de Jack Straus. C'est cette année-là où Jack Straus, dans le tournoi, vers la fin du tournoi,
il ne restait pas grand joueur. Il avait décidé de pousser all-in contre un autre joueur. Malheureusement, il a perdu la main. Et au moment où il s'est levé, il y a quelqu'un qui était assis à côté de lui qui lui a dit « Attends, excusez-moi, je pense qu'il vous reste un jeton. » Et effectivement, il y avait un jeton qui était sur une des napkins qu'il y avait à côté de son verre. Et il a resté dans le tournoi avec ce jeton-là et il a réussi à gagner ce tournoi-là en 1982. Donc l'expression « a chip in a chair », ça vient de Jack Straus. Ensuite de ça, un autre événement extraordinaire qui se passe en 1987 et 88, c'est Johnny Cheng qui gagne le titre. Johnny Cheng qui est un joueur qui rêvait de gagner les séries mondiales et il avait le surnom de Orient Express. Il l'a encore d'ailleurs et ce surnom-là, j'ai su comment ça se fait qu'il l'avait eu. C'est qu'il s'était retrouvé dans un tournoi majeur à un moment donné et lorsqu'il s'était retrouvé à la table finale, ça a l'air que ça a pris 45 minutes pour éliminer tout le monde. Donc, ils l'ont appelé le Orient Express en référence au film. Ensuite de ça, en 89, il y a une légende du poker qui est née, qui a gagné à l'âge de 24 ans les séries mondiales contre justement Johnny Cheng, qui lui aussi a été à une carte de gagner encore une fois les séries. Et c'est Phil Hellmuth qui aujourd'hui n'a plus besoin de présentation. Phil Hellmuth, c'est une icône du poker. On l'aime ou on ne l'aime pas. Il a l'attitude, c'est un brat. On l'appelle le brat poker, c'est pas pour rien. Mais que voulez-vous, ce gars-là, malgré tout, encore aujourd'hui, en 2014, il est capable de faire des gains, d'être constant puis de gagner énormément. Il est rendu à 13 bracelets, c'est pas rien. Là. Donc, c'est Phil Hellmuth qui a remporté le série mondiale en 89. Ensuite de ça a été tranquille dans les années 90 jusqu'en 1997 où ce que là, il y a un tournoi, les séries mondiales se préparent, il y a le lancement du tournoi, ça commence. Et là, il y a un être bizarre qui rentre dans la salle. Il est tout magané. Il y a des vitres. Il y a des lunettes bleutées au bout du nez qui est tout meurtri. Il est habillé tout croche. Il pue. En tout cas, il a l'air d'un mort. Et c'est Stu Unger, celui qui avait gagné les 2 championnats en 80-81, qui fait surface. Il n'y a personne qui l'a vu venir. Il n'y a personne qui savait qu'il était encore vivant. Il y a bien du monde qui pensait qu'il était mort. Et là, il se représente aux séries mondiales. Et comble de chance. Ben, pas juste de chance, là, mettons de compétence aussi. Il gagne les séries mondiales pour une 3e fois. C'est le seul joueur à avoir fait ça. Puis, il y a quand même pas loin de... En fait, il y a plus que 10 ans de différence là, entre sa dernière et son avant-dernier tournoi de gagné. Fait qu'il est arrivé, pif paf, lui, bing bang, c'était facile, merci, bonsoir. Et après ça, il a disparu de la carte. Peu de temps après, il mourrait d'une overdose dans sa chambre d'hôtel. Et c'était fini. Puis c'est dommage parce que c'est une légende, ce gars-là. D'ailleurs, j'ai un livre sur Stu Unger qui est passionnant. Et je vous le recommande. Stu Unger, The One of a Kind. Stu Unger, The One of a Kind, je pense. Ça, c'est le titre. En tout cas, faites une recherche. Ça vaut la peine de lire. C'est vraiment intéressant. Dans les années 2000, boom, Chris Moneymaker, c'est comme un nom prédestiné. Catapulte le poker partout dans le monde avec sa victoire en 2003. En 2004, la participation passe de 839 joueurs de l'année passée, de l'année d'avant, à 2576. Et c'est Greg Fossilman Raymer qui gagne les séries mondiales. En 2005, il y a un événement majeur qui se passe. Les séries mondiales de poker déménagent. Il était au Binion's Horseshoe Casino à Las Vegas. Il décide de déménager au Rio Casino, qui est un peu plus loin, qui est dans le nouveau Las Vegas. Et là, ils mettent le paquet, et c'est vraiment médiatisé, ils font la promotion de ça, et là, ça fonctionne. En 2006, il y a eu un genre d'apogée de participation aux séries mondiales de poker, parce que c'est là où il y a le plus grand nombre de participants de l'histoire, même aujourd'hui, à ce jour, avec 8773 participants au main event. Wow! C'est quand même pas rien. C'est Jamie Gold, un autre qui a un nom prédestiné, qui remporte le titre. Et il empoche aussi la plus grande bourse de l'événement principal, soit 12 millions de bâtons. Tu sais, quand tu gagnes 12 millions, t'es bien, là. Tu t'ostines plus pour le restant de tes jours, là. Alors lui, c'est ça qu'il a gagné. En 2010, il y a un premier Québécois à remporter le titre, on le sait tous, c'est Jonathan Duhamel, qui a d'ailleurs été impliqué dans le plus grand pot de l'histoire avec plus de 40 millions en jetons. Et ça, c'était contre Matt Affleck.
Allez voir ça sur YouTube si vous ne l'avez pas déjà vu. Je pense que vous l'avez déjà tout vu, là, mais c'est quand même toujours impressionnant de le voir. Là. Jonathan Duhamel versus Matt Affleck. Et la main vaut à peu près ça, 40 millions de dollars. En 2012, le tournoi One Drop for 1 Million de Guy Laliberté voit le jour. Il y a 27 joueurs inscrits. Et ça a été gagné par Antonio Esfandiari, un joueur professionnel dit le Magician, qui a empoché 18 millions de dollars. Et moi, j'étais là en 2012 quand il y a eu le One Drop for 1 Million. Parce que j'avais été avec des amis faire les séries mondiales. Et quand on est arrivé, c'était justement la dernière journée où il y avait la table finale. Alors moi, j'étais à 20 pieds de la table. Imaginez, là, mettons que la table, là, c'est comme une horloge. Là, OK? Midi, c'est l'espace où, mettons, entre 9h et 3h, là, c'est l'espace que les joueurs étaient assis. Et puis à 6h, il y a les 18 millions qui sont là, empilés un par-dessus l'autre, entre deux caméras. Eh bien, moi, j'étais juste en arrière de cette pile de cash-là. J'étais à 20 pieds de la table et j'ai vu les séries mondiales. J'ai vu le One Drop for 1 Million. Sam Trickett contre Antonio Esfandiari. C'était impressionnant. Honnêtement, je suis content d'avoir été là parce que c'était tout un événement. Donc, et puis, question quiz de même. Savez-vous quelle a été la main la plus gagnante de toute l'histoire de séries mondiales? Je vous laisse juste une seconde pour y penser. Non, c'est pas la paire d'As. Non, c'est pas House King et encore moins House Queen. C'est la paire de 9. Eh oui, la paire de 9 a gagné 3 fois les séries mondiales. Et c'est ce qui met fin, dans le fond, à mon historique sur le poker et sur les séries mondiales. Donc là-dessus, j'espère que vous avez aimé l'émission. C'est déjà terminé. On va se reparler dans 2 semaines. N'oubliez pas, il y a Jonathan Duhamel qui va être en entrevue, qui va passer en entrevue le 3 mars. Mais il est fort possible, vu sa disponibilité, qu'on doit pré-enregistrer l'entrevue. Donc, si vous avez des questions, vous aimeriez poser une question à Jonathan, moi, je le ferai à ce moment-là. Vous pouvez nous écrire. Il va y avoir une section Radio Poker sur Prince Poker à partir de demain. Je me rappelle bien ce que Philippe a dit tantôt. Maintenant, il y a une nouvelle page Facebook Radio Poker. S'il vous plaît, allez-y, allez visiter la page, abonnez-vous et vous serez au courant de tout ce qui va s'en venir par la suite dans le futur à l'émission. Et vous avez aussi le site, la page radiopoker.ca. Allez faire un tour, il y a un chat en direct, vous pouvez laisser vos questions là. Et puis nous, on se revoit dans 2 semaines, soit le 3 mars. Là-dessus, passez une belle semaine tout le monde, bon poker et à revoyure. Bye! Cette émission était une présentation de princepoker.com.